Salut à tous, c'est Sacha pour Life is a Serious Game et aujourd'hui je vais vous parler d'équipe auto-organisée. Alors c'est quoi une équipe auto-organisée? C'est très simple, une équipe auto-organisée c'est une équipe qui prend les décisions sur son fonctionnement toute seule et qui se répartit les tâches toute seule sans l'aide d'un manager. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on voudrait faire des équipes auto-organisées? C'est très simple, globalement on a remarqué que finalement faire confiance à une équipe, la laisser s'organiser toute seule, lui donner une marge de liberté, c'était le meilleur moyen de la rendre créative, de la rendre performante, et puis finalement de créer l'engagement dans ses membres. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt important. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit parce que globalement, avoir une équipe auto-organisée, c'est vachement intéressant, mais encore faut-il y arriver. Il y a énormément de problèmes qui se posent dans une équipe auto-organisée, notamment au niveau de la prise de décision, au niveau de la gestion de l'humain. Ça veut dire qu'on n'est plus, on peut plus s'appuyer sur un manager pour réussir à gérer toutes ces problématiques-là. Donc il faut bien le faire tout seul et c'est pas si évident. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est 10 outils qui vont vous permettre de cheminer vers le nirvana de l'équipe auto-organisée. Des outils qui sont valables dans n'importe quel contexte d'équipe, que ce soit une équipe projet bien entendu, mais que ce soit aussi une équipe, un groupe de travail, ou que ce soit une équipe qui travaille dans un service en mode récurrent. Ces outils-là, ils sont utilisables dans tous ces contextes-là. Le premier outil dont je vais vous parler, c'est le totem. Alors c'est très simple. Vous prenez des crayons, des ciseaux, des magazines dans lesquels vous allez pouvoir découper allègrement, éventuellement des crayons de couleur, tout ce qui va avoir un aspect créatif, et puis une boîte de carton. Et vous demandez à votre équipe de matérialiser ce qui représente l'équipe. Donc ensemble, ils vont construire une représentation de l'équipe, de sa finalité et de ses valeurs. C'est un exercice hyper intéressant. Généralement, ça prend 1 heure. Et c'est un très bon exercice à la fois de team building et puis aussi pour finalement améliorer ce sentiment d'appartenance à l'équipe qui est primordial pour créer l'engagement. Le deuxième exercice, c'est de partager une vision à travers un dessin. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous prenez un brown paper plutôt grand sur lequel vous essayez de faire un joli dessin comme j'ai essayé de le faire ici, en représentant une île et une mer avec des requins. L'île, c'est quoi? C'est l'objectif, la finalité. L'idée, c'est que l'équipe partage collectivement la vision qu'elle a de l'objectif, de sa mission. Et puis les requins, ça va être les risques. Les risques qui vont entraver finalement l'atteinte de cet objectif, les risques qu'on identifie. Donc chacun on va réfléchir sur post-it pendant 10 minutes, va écrire un maximum d'idées, donc un maximum d'idées autour des objectifs à atteindre, autour des risques qu'il identifie. Et à tour de rôle, on va venir devant le brown paper et on va venir coller ces objectifs et les partager avec l'ensemble du groupe. Et au final, on aura une visualisation de les objectifs au niveau de l'équipe et des risques identifiés par l'ensemble des membres de l'équipe. Ce qui est intéressant dans l'utilisation d'une image, donc ça s'appelle une métaphore, cette technique-là. Il existe plusieurs façons de faire des métaphores, et puis je pointerai vers un livre qui en donne pas mal et qui sont plutôt intéressantes. Mais l'idée de travailler à travers une image, c'est que finalement ça va libérer la parole et on va pouvoir exprimer des choses de façon un petit peu différente. Ensuite, on a l'arbre à problème. Donc l'arbre à problème, c'est très simple. C'est pareil, ça utilise aussi tout ce qui est visuel et puis image. On va dessiner un arbre sur un brown paper qu'on va laisser à disposition de l'ensemble des membres de l'équipe. Et dès qu'un membre de l'équipe rencontre un problème qu'il ne peut pas résoudre lui-même, il va aller le noter sur un petit post-it rose et il va aller le coller sur son arbre à problème. Donc psychologiquement, c'est hyper intéressant. Ça veut dire on a notre problème, il existe, je le laisse de côté pour me concentrer sur ma mission principale. Et puis régulièrement, l'ensemble de l'équipe va se poser devant cet arbre à problème avec soit le manager. Alors du coup, dans une équipe auto-organisée, on ne parle pas vraiment de manager, on parlerait presque plus de facilitateur. Mais en tout cas, voilà, avec ce qui représente le manager, toute l'équipe plus le manager va partager l'ensemble des problèmes. Ça va pouvoir créer de la solidarité puisque un membre de l'équipe va pouvoir dire écoute, moi, c'est ton problème, j'ai déjà rencontré ça, je veux bien te donner un coup de main. Et dès qu'on a trouvé une solution, on pose dessus un post-it vert. Donc visuellement, on va voir finalement les problèmes qui normalement vont disparaître, ou alors on va voir qu'il y en a de plus en plus, mais c'est intéressant dans tous les cas d'avoir ce support visuel. Et puis quand c'est des problèmes que finalement on n'est pas capable de résoudre à l'intérieur de l'équipe, c'est le manager
le manager facilitateur, qui lui va prendre en charge ce problème-là pour aider au fonctionnement de l'équipe. Et finalement, c'est ça le rôle d'un manager dans une équipe auto-organisée, c'est de faire en sorte que l'équipe fonctionne le mieux possible et de lever toutes les problématiques que l'équipe peut rencontrer. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore parlé de l'attribution des tâches. Une équipe auto-organisée, elle s'attribue elle-même les tâches, elle suit son avancement, c'est plus le manager qui va faire du reporting et qui va suivre l'activité et répartir les tâches, c'est elle-même. Donc pour ce faire, moi je vous propose un outil très simple de management visuel. Vous faites un tableau, donc pareil, il faut que ce soit quelque chose d'assez conséquent, d'assez grand pour que ce soit visible de tous, avec 3 colonnes à faire en cours terminé. Chaque post-it que vous allez coller dessus va représenter une tâche, donc on va décrire très brièvement cette tâche, et puis le trigramme du responsable. Et ainsi, on va visualiser en temps réel l'avancement de l'activité de l'équipe. On va pouvoir savoir sur quoi et quel membre de l'équipe, où est-ce qu'il en est, combien de tâches ont été terminées, combien sont en cours, qu'est-ce qui reste encore à faire. Donc voilà, on partage avec l'ensemble des membres de l'équipe. Et puis même, j'ai envie de dire, même les gens extérieurs à l'équipe peuvent venir voir pour savoir où en est l'équipe et quelles tâches il reste à réaliser, et éventuellement s'ils rencontrent des difficultés. Donc voilà, management visuel, il existe plein de façons de faire un management visuel, et je vous donnerai un lien vers un exercice hyper intéressant qui fait toucher du doigt justement l'intérêt de faire du management visuel et de personnaliser son outil de management visuel, parce que c'est finalement ça la meilleure solution, c'est de personnaliser son outil pour vraiment se l'approprier. Alors ensuite, on va parler de synchronisation de l'information. L'exercice que je vous propose, il est très simple. Tous les matins, vous réunissez l'ensemble des membres de l'équipe et pendant 15 minutes, debout, chacun va dire ce que j'ai fait, ce que je vais faire jusqu'au prochain point de synchro et les problèmes que j'ai rencontrés. Sans rentrer dans le détail, en restant synthétique, et surtout, il faut éviter le piège de rentrer dans la résolution du problème. On identifie les problèmes, on synchronise l'information entre les différents membres de l'équipe, mais on ne résout pas les problèmes en séance. L'intérêt de ce truc-là, c'est quoi? C'est que plutôt que de remonter l'information au manager et après le manager répartit l'information dans les différents membres de l'équipe s'il le souhaite, et ben là on fait circuler l'information librement, et on sait très bien que la communication de l'information, c'est un peu le nerf de la guerre, et c'est ça qui fait une équipe performante, auto-organisée, qui arrive à réagir rapidement à des problèmes. C'est que l'ensemble des membres est au courant de ce qui se passe dans l'activité de ses collègues. Ensuite, on va parler de la météo d'équipe. Donc la météo d'équipe, là on rentre dans un domaine un peu plus personnel, et on va dire un peu plus gestion de l'humain. L'idée, c'est régulièrement, alors tous les matins ou à chaque point de synchro ou à chaque bilan de l'équipe, on maintient un tableau dans lequel on va venir coller des gommettes. Chacun est libre de coller des gommettes, soit soleil, soit nuage, soit pluie, pour exprimer finalement son ressenti qui peut être lié au fonctionnement de l'équipe, mais qui peut être lié à des choses très différentes. Voilà. Le matin, moi j'arrive par exemple pour faire la météo d'équipe, je vais mettre pluie parce que j'ai très mal dormi et que mes enfants m'ont réveillé pendant la nuit. C'est aussi une façon finalement d'améliorer les relations humaines et de favoriser l'empathie, et ça c'est hyper important pour qu'une équipe fonctionne bien. Maintenant on va réfléchir à comment décider vite et bien. Le gros problème qu'on peut avoir dans des décisions collégiales et collectives en groupe, c'est que c'est long et qu'on a souvent le risque de tomber dans ce qu'on pourrait appeler un consensus mou. C'est-à-dire on essaye de faire plaisir à tout le monde et puis on arrive à une décision de mauvaise qualité. Donc là, ce que je vous propose, c'est le Decider Protocol, qui est issu d'un livre qui s'appelle Software for Your Head, hyper intéressant. Je vous mettrai la référence aussi à la fin à lire, parce que ça donne des clés hyper intéressantes. Donc, pour décider, un des membres de l'équipe va faire une proposition courte, concise, simple, et à cette proposition, l'ensemble des membres de l'équipe va se prononcer. Soit elle lève le pouce en l'air, ça veut dire je suis d'accord, j'approuve ta décision, j'ai envie d'y aller. Soit elle met la main à plat, auquel cas ça veut dire je suis pas entièrement d'accord, je suis d'accord avec des réserves, mais en tout cas je ne m'oppose pas. Et puis enfin, le pouce vers le bas, ça veut dire je suis pas d'accord. Une fois qu'on a dit ça, on va s'intéresser à ceux qui ne sont pas d'accord. On va leur demander, est-ce que vous n'êtes pas d'accord de façon, on va dire, catégorique et sans appel, auquel cas, s'il y a au moins un membre de l'équipe qui est fortement opposé et qui ne souhaite pas revenir sur sa décision, à aucun prix, on arrête tout de suite et on passe à autre chose.
En revanche, si on a des gens qui ne sont pas d'accord, on va leur demander qu'est-ce qui ferait que vous changeriez votre décision en, on va dire, neutre ou alors plutôt positif. Et donc chacun va s'exprimer pareil de façon hyper simple, synthétique, en disant voilà, qu'est-ce qui me manque pour accepter cette décision-là. Et on recommence à voter jusqu'à ce qu'on arrive à une majorité absolue de personnes soit pour, soit on va dire pour avec réserve. Voilà. C'est une façon d'aller vite dans la prise de décision sans justement éviter les deux écueils dont on a parlé tout à l'heure. Prendre des décisions, c'est bien. Il faut aussi savoir prioriser. Typiquement, prioriser, alors ça peut être prioriser des tâches à réaliser dans l'équipe, prioriser des idées à l'issue d'un brainstorming. Ça peut être prioriser des problématiques quand on a réfléchi à l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser dans notre contexte. Donc là, je vous propose un des moyens très simples de prioriser. Il en existe pas mal et je pense qu'on fera un article autour de ça pour justement que vous ayez pas mal de clés en main. Donc, vous prenez une feuille de paperboard par exemple, voilà, vous savez les feuilles assez grandes sur lesquelles on peut écrire au feutre. Vous listez l'ensemble des options sur lesquelles on veut faire prioriser les gens. Vous filez un crayon à chacun et puis chacun, on va dire, a un point et donc a le droit de griser une des cases en face de l'option. Puisqu'en face de chaque option, on va renseigner un tableau avec autant de cases qu'il y a de participants. Donc chacun vient griser l'option qui lui paraît la plus intéressante et qu'il veut mettre en avant. Et de cette façon, c'est de façon hyper simple, hyper visuelle, on va voir l'option qui se dégage naturellement dans la majorité des membres de l'équipe. Ici, dans mon exemple, on voit très bien que c'est l'option 1, il n'y a pas débat, et donc c'est là-dessus qu'il faut partir. Si on parle encore d'humain, il y a une autre technique hyper intéressante et qui peut vraiment apporter énormément dans la vie d'une équipe, c'est les merci, les attentes, les excuses. Globalement, on va régulièrement, alors à l'occasion d'un bilan du fonctionnement de l'équipe, à l'occasion d'une rétrospective ou dans des moments forts de la vie d'une équipe, on va chaque membre de l'équipe, se dire merci. Merci pour le coup de main que tu m'as filé lorsque j'étais à la bourre et que j'avais pas eu le temps de finir l'ensemble de mes tâches. Ce que j'attends, c'est-à-dire, moi, j'attendrai de l'ensemble de l'équipe qui lève des alertes quand ils identifient un sujet qui est en rapport avec ce que je traite. Ça s'est pas fait la dernière fois et j'aimerais bien que vous fassiez ça. Et les excuses, c'est un mea culpa, un peu d'introspection sur ce que nous, on n'a pas bien fait. Ça, c'est hyper important pour gagner en maturité. Et puis essayer un peu d'éviter le syndrome cours d'école qu'on peut retrouver quand on travaille avec manager, où finalement quand quelque chose ne va pas, on fait arbitrer par le manager. Là, on est dans une équipe auto-organisée qui elle-même doit gérer ses relations humaines, donc c'est hyper important qu'on soit adulte et qu'on sache se dire les choses de façon simple et mature. Et puis enfin, pour finir, l'idée c'est qu'on n'a jamais fini d'améliorer le fonctionnement d'une équipe et qu'il faut toujours se poser cette question-là, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Donc régulièrement, en agilité, c'est ce qu'on appelle les rétrospectives. Régulièrement, on prend un temps, 1 heure, 2 heures dans la vie de l'équipe pour se poser et se dire, voilà, on a travaillé ensemble pendant pas mal de temps, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qu'on arrête? Et qu'est-ce qu'on essaye de faire? Donc ça, je vous propose par exemple un des outils possibles, c'est un tableau avec donc ces 3 colonnes-là. Et puis chacun, sur le mode brainstorming, va dire qu'est-ce qu'il pense lui qu'on continue à faire. Donc c'est plutôt les choses positives et c'est important de ressortir aussi des choses positives sur le fonctionnement de l'équipe. Qu'est-ce qu'on arrête de faire? Voilà, on a peut-être fait des tentatives dans le fonctionnement de l'équipe mais qui ne nous correspondent pas et ça vaut pas le coup d'aller plus loin. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire? Donc ça c'est plutôt les idées neuves sur le fonctionnement pour aller plus loin. Donc voilà les 10 outils que je vous propose pour le fonctionnement d'une équipe auto-organisée. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à nous faire des retours parce que c'est aussi comme ça qu'on avance et qu'on s'améliore en continu. À bientôt pour d'autres vidéos.